Hello tout le monde, c'est Alison. Comme certains d'entre vous le savent, je suis une ancienne membre de l'équipe de France de gymnastique. Et en 2020, quand j'ai quitté le centre de gymnastique de haut niveau où je m'entraînais, je suis partie pendant un an aux États-Unis pour y faire mes études et participer aux compétitions du championnat universitaire américain, donc en NCAA. J'ai déjà fait un premier épisode à ce sujet où je vous raconte vraiment toute mon année aux États-Unis, comment ça s'est passé, comment je l'ai vécu. Donc si ça vous intéresse, pour ceux qui regardent sur YouTube, vous avez juste à cliquer juste ici. Et donc aujourd'hui, je vais répondre à toutes les questions que vous m'avez posées sur Instagram. Donc si vous ne suivez pas encore le compte, c'est l'occasion de le faire. Je vous pose souvent des questions, je vous demande vos avis, etc. Donc c'est @salto et morito. Et donc je vais répondre à toutes vos questions, que ce soit sur les démarches pour rentrer dans une université américaine et décrocher une bourse comme j'ai pu le faire, l'ambiance des compétitions, mes journées types, etc. Donc c'est parti, jingle! Donc d'abord, la question qui m'est le plus revenue, c'est les démarches. Comment est-ce qu'on fait pour rentrer en université américaine ? Alors, donc moi je vais vraiment vous parler de mon cursus à moi, donc comment rentrer dans l'équipe sportive d'une université dans le but de participer aux compétitions de NCAA. Donc déjà, première chose à faire, c'est contacter les universités. Moi ce que j'ai fait, c'est que j'avais un entraîneur à l'époque, là où je m'entraînais, donc à l'INSEP, qui avait une liste en fait de tous les coachs de toutes les universités, avec leurs mails, leurs contacts, etc. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai écrit un mail en anglais que j'ai envoyé du coup à tous ces coachs, pour avoir du coup une idée de qui me répondait, qui avait quelque chose à m'offrir, et du coup à partir de là faire mon tri. Donc, en gros j'ai dit que j'étais une gymnaste française, voilà, et que je désirais une bourse pour rentrer dans une université et contribuer du coup à leur équipe en NCAA. Donc ça c'est très important de préciser que vous voulez une bourse. Parce que les États-Unis, les études là-bas, c'est très cher, je pense que vous êtes au courant. Pour vous donner une idée, ma bourse à l'année était de 57 000 $, quelque chose comme ça. Donc c'est quelque chose qui est assez conséquent à sortir de sa poche. Je crois que c'était genre 40 000 $ à peu près pour les cours et 17 000 $ pour tout ce qui est hébergement, nourriture, tout ça. Si vous ne roulez pas sur l'or et que vous comptez tenter cette expérience, vraiment insistez sur le fait que vous désirez une bourse complète. Ce qu'on m'a conseillé aussi, c'est de ne contacter que les équipes de division 1 parce qu'en NCAA, du coup, il y a division 1, division 2 et division 3. Et de ce que j'ai compris, c'est qu'en division 1, toutes les bourses attribuées sont complètes. Alors qu'en division 2 et 3, il peut y avoir division de bourses en fait. Ils peuvent dire, bon bah voilà, tel et tel gymnase se partage la bourse. Donc déjà, contacter les universités de division 1 seulement et bien préciser dans le mail que c'est une demande de bourse du coup. Et dans ce mail, j'ai aussi mis du coup le lien d'une chaîne YouTube que j'avais créée spécialement où j'avais mis toutes les vidéos de mes mouvements. Ça c'est très important aussi que l'université puisse avoir accès directement à ce que vous savez faire pour qu'elle puisse ils ont pas de temps à perdre, ils ont beaucoup de demandes, donc direct bam, ils cliquent sur le lien, ils voient ce que vous avez à proposer, ils décident si oui ou non, ils pensent que vous pouvez être un atout dans leur équipe. Je reviendrai un peu plus tard sur quel niveau à peu près il faut avoir en NCAA, parce que c'est une question qui m'a été pas mal posée. Mais du coup voilà, j'ai commencé par envoyer ce mail à différentes universités, j'ai eu pas mal de réponses, et donc à la suite de ça, j'ai eu des appels en visioconférence, donc des appels Zoom avec différentes universités. Je crois qu'en tout, j'ai dû faire 5 ou 6 Zooms différents. Je les faisais du coup avec mes entraîneurs de l'époque parce que j'avais une entraîneur qui était australienne et qui parlait très bien anglais. Donc moi, ça me rassurait de l'avoir à mes côtés et d'avoir quelqu'un qui parle couramment l'anglais. Même si de base, je vais pas vous mentir, tu peux pas aller en université américaine si ton anglais est bancal. C'est très compliqué parce que du coup, dans ces démarches, il y a aussi le fait de passer le TOEFL et le SAT. Donc le TOEFL, c'est un test d'anglais qui vérifie vos compétences et donc tu dois avoir un certain nombre de points pour l'avoir. Il est requis par toutes les universités, je crois. Donc si ton niveau d'anglais n'est pas suffisant pour avoir cet examen, tu ne peux pas rentrer dans l'université. Le SAT aussi, donc ça c'est un examen qui est à la fois sur l'anglais mais plus en mode grammaire, tout ça, et sur les maths en anglais du coup. Le niveau de maths est pas très compliqué, mais la difficulté c'est que du coup c'est des termes anglais quoi, donc il faut un petit peu connaître le vocabulaire mathématique en anglais. Donc ça c'est les 2 tests à passer, bien sûr ça coûte de l'argent, mais du coup c'est nécessaire pour rentrer dans une université. Moi, je peux pas forcément vous en dire plus sur ces tests-là, sachant que du coup, vu que je suis rentrée en université une année Covid, j'ai pas eu à les passer, j'étais censée les passer, mais du coup, à cause du Covid, ça a été annulé. Bref, j'ai pu un peu passer entre les mailles du filet, mais normalement, c'est vraiment nécessaire pour rentrer en université américaine.
Ensuite, une autre chose très importante, c'est de s'inscrire dans le NCAA Eligibility Center, donc le centre d'éligibilité en NCAA. C'est un site internet tout simplement. Il va vous poser différentes questions sur est-ce que vous avez déjà accepté de l'argent de sponsors, vos bulletins avec traduction, tout ça. Donc ça, c'est le truc qui m'a demandé le plus d'investissement. Il faut traduire ces bulletins. Donc ça, c'est quelque chose pour lequel j'ai beaucoup galéré. Le plus vite c'est plié, mieux c'est. Il faut aussi payer du coup pour s'inscrire. Et donc il y a un tas de documents à déposer, tout ça, dont, comme je vous disais, la traduction des bulletins. Et donc au fur et à mesure, voilà, les universités, moi j'ai fait des zooms avec elles, j'ai continué à discuter. Et au final, Covid, il y a plusieurs universités pour lesquelles c'est tombé à l'eau parce que je n'ai pas pu du coup passer le SAT et le TOEFL. Je reviendrai sur ces universités plus tard. Et du coup, l'université à laquelle j'ai dit oui et du coup qui m'a proposé une bourse, tout ça, du coup c'était LIU, donc Long Island University, qui du coup commençait un programme de gym, une équipe de gym pour la première année. Voilà, la prochaine étape, c'est de signer la NIL. Mais en gros, c'est le sorte de contrat qui valide le fait que vous acceptez la bourse et que vous acceptez toutes les conditions qui vont avec. À savoir qu'à mon époque, c'était par exemple ne pas accepter d'argent, ne pas faire de partenariat, tout ça, enfin c'était très strict là-dessus. Mais maintenant, il y a des nouvelles règles vis-à-vis de ça, donc ça a un petit peu changé. Et donc voilà, tu signes une sorte de contrat. Et ensuite, la prochaine étape pour moi, c'était d'obtenir mon visa. Sauf que pour avoir le rendez-vous visa, il faut déjà que tu remplisses un certain nombre de formulaires. Pour toutes celles qui ne comptent pas aller aux États-Unis, n'hésitez pas à avancer de quelques minutes parce que cette partie ne vous concernera pas du coup. Et logiquement, si ça vous concerne, l'université vous aidera un minimum et tout est trouvable sur internet de toute façon comme information. Mais du coup, le visa qu'il faudra faire, c'est un visa F1 pour les étudiants en échange. Et pour obtenir ce visa, il faut d'abord obtenir le formulaire I-20 pour avoir ce qu'on appelle un Service ID. Donc c'est un numéro tout simplement. Il faudra que vous mettiez dans votre DS 160, qui est un autre formulaire qui vous permettra d'avoir votre rendez-vous visa. Voilà, c'est un processus très compliqué. Une fois qu'on a notre rendez-vous visa, donc moi je crois que c'était 2 semaines après la date où du coup j'ai pu le prendre. Donc j'ai dû me rendre à Paris, à l'ambassade des États-Unis, et donc je suis allée là-bas, ils m'ont posé une série de questions en anglais, ça a vraiment duré genre 10 minutes, et ils m'ont dit ok, votre visa est approuvé, félicitations, et on va vous l'envoyer chez vous. Et du coup le visa a mis à peu près 1 semaine à arriver chez moi, et à partir de là, j'ai pu partir aux États-Unis. Donc voilà un petit peu pour les démarches. De toute façon, si vous êtes une gymnaste ou un sportif qui me regarde et qui est intéressé par le fait d'aller en NCAA, n'hésitez pas à me contacter directement sur Instagram. Je serai très heureuse de répondre à vos questions en privé. Mais du coup, pour répondre à la question comment est-ce qu'on fait pour avoir une bourse d'études, tout simplement, on contacte les universités pour leur demander s'ils ont une bourse à nous offrir. Et on attend bien gentiment qu'ils nous disent oui ou non. Pour ça, il faut être assez convaincant, avoir un niveau qui les intéresse, un bon niveau d'anglais, avoir fait les tests qu'il faut. Voilà, c'est tous les conseils que je peux vous donner. Quel a été le budget pour une année, les frais de nourriture, etc. Donc moi, tout était pris en charge, donc que ce soit la nourriture, le logement, les études et même les livres, parce que du coup, on devait acheter des livres pour l'université, pour nos cours. Et donc ça, c'était aussi pris en charge par la bourse, mais donc les non-boursières devaient acheter elles-mêmes leurs livres. Donc techniquement, j'avais aucun frais sur place, mis à part le voyage, donc en avion. Je crois que ça m'a coûté dans les 400 €, quelque chose comme ça, mais de toute façon, les prix, ça varie vraiment en fonction des périodes et en fonction de combien de temps à l'avance vous y prenez. Et l'assurance santé, donc ça aussi, j'ai dû prendre une assurance santé sur place, parce que mes frais médicaux n'étaient pas couverts, sinon j'avais pas d'assurance. Ça aussi, c'était un petit peu le bordel. Donc ça, franchement, je pense qu'il faut bien se renseigner avant. L'assurance santé, c'est un truc vraiment important à prendre pour pas se faire avoir sur place, quoi. Je sais que j'étais assurée pour tout ce qui était gym, mais pour tout ce qui était en dehors de la gym, donc médecin, test Covid, parce que nous on devait se faire tester régulièrement, tout ça c'était pas du tout couvert par l'assurance de mon université au niveau gym, quoi. Ensuite, la relation avec tes coéquipières et tes relations avec les autres gymnastes, l'intégration. Alors, je trouve que je me suis relativement bien intégrée. C'est vrai que c'est toujours plus facile de s'intégrer dans un pays qu'on connaît pas quand on rentre dans une équipe, du coup, parce que forcément, tu partages les entraînements avec des filles, tu as des centres d'intérêt en commun. C'est beaucoup plus facile que de se retrouver parachuté dans une université et de devoir sociabiliser avec des gens que tu connais pas du tout, enfin des gens lambda, quoi. Je suis très bien entendue avec la plupart d'entre elles, surtout avec les filles qui étaient internationales, du coup, parce qu'on avait un peu les mêmes problématiques sur toutes les démarches, sur le fait qu'on pouvait pas rentrer chez nous pendant les vacances, à Noël, tout ça,
qu'on subissait du coup un gros éloignement. On était 3 Européennes en plus, donc différents continents, c'était super différent. On passait beaucoup de temps ensemble en dehors du gymnase, dans le gymnase, on était tout le temps ensemble. Comme je l'ai dit aussi, dans la salle de gym, tout le monde s'encourageait, il y avait un vrai esprit d'équipe. Après, c'est vrai que les relations américaines, je trouve que ça a un peu plus tendance à être fake, dans le sens où les gens vont être direct très avenants, très gentils avec toi, très oh my god, I love you, machin, vous voyez ce que je veux dire, un peu la mentalité américaine. Alors qu'en France, on est un petit peu plus, j'ai l'impression, sur la retenue au début, mais au final, quand tu deviens proche de quelqu'un, tu crées des trucs beaucoup plus solides. Alors qu'aux États-Unis, du coup, ce que j'ai eu un peu de mal, c'est que j'avais l'impression que en fait, limite, tout le monde est sympa avec tout le monde. Au final, t'as l'impression que t'as jamais un truc ultra sincère. J'avais vu quelqu'un, je crois, sur TikTok, qui comparait un peu les relations d'amitié, tout ça, en France vs les USA, qui disait que les Français, on était plus des noix de coco sur l'amitié, et les Américains, ils étaient plus des pêches sur l'amitié. Je vais m'expliquer, vous inquiétez pas. Nous, les Français, on est plus en mode, la noix de coco, tu vois, t'as du mal au début à l'ouvrir. Au début, on est vraiment un peu sur la retenue, sur la défensive et tout. On va avoir du mal à se livrer, à être vulnérable avec quelqu'un et tout. Mais au final, dès que la personne, tu commences à être proche d'elle, le lien, il est beaucoup plus fort. Alors que les Américains, ce sera plus comme une pêche. C'est-à-dire qu'il y en a très beaucoup qui peuvent percer la chair. Au début, tu peux très vite bien t'entendre avec quelqu'un. T'as une impression d'être proche hyper vite. Mais pour atteindre le noyau dur, il y a que très peu de monde qui rentre dans cette sphère très fermée, quoi. Enfin bref, du coup, au niveau de la relation avec mes coéquipières, j'avais l'impression qu'il y en avait beaucoup avec qui je m'entendais très bien, mais j'avais pas ce sentiment de proximité sincère, quoi. Et la preuve, c'est qu'il y a beaucoup d'amitiés qui ont pas du tout duré après les États-Unis, quoi. Et on peut continuer à se souhaiter joyeux anniversaire ou à liker, commenter des posts, mais ça s'arrête là. Et après, c'est aussi compliqué parce qu'il y a une grosse distance pour le coup. Après, il y en a que j'ai continué à FaceTimer de temps en temps, discuter, surtout les internationales pour le coup. Mais c'est vrai que les autres, c'était plus des relations éphémères, quoi. Et c'est ok aussi, j'ai passé des très bons moments avec elles et voilà, c'est la vie, hein. Tu prends des chemins différents après derrière et tout, et je suis très contente de les avoir rencontrés quand même. Donc l'intégration dans l'équipe, aucun souci. Par contre, l'intégration dans la vie américaine, c'est vrai que c'était un peu plus compliqué. Même si je parlais relativement bien anglais de base, en fait, je pense que t'as beau parler bien anglais de base, quand t'arrives dans un pays anglophone, tu te prends une claque monumentale. Du coup, au final, tu te retrouves quand même à parler ta langue non maternelle H24. En cours, t'as forcément des termes que tu connais pas. Dans la vie sociale, tu vois, tu vas être à table, tout le monde va avoir une discussion, ça va se raconter des ragots, des machins. Toi, tu vas pas comprendre certaines phrases et tout parce que c'est un peu... tout le monde n'articule pas forcément hyper bien, parfois t'es un peu loin et tout. Et du coup, moi, je trouvais ça trop frustrant. T'as l'impression de pas suivre toutes les conversations. T'as pas envie de dire quoi, tu peux répéter toutes les 3 secondes. Tu passes un peu pour, la meuf un peu débile, qui comprend rien. Et du coup, forcément, t'as un peu un décalage au début, quoi. Après, voilà, tu t'y fais, mais moi aussi, c'était ne pas pouvoir montrer ma vraie personnalité, du coup, parce que forcément, quand je parle en français, je fais des vannes en français, j'ai ma propre personnalité, façon de parler et tout. Forcément, quand t'es dans une autre langue, tu peux plus exprimer ta personnalité de la même manière, tu peux pas vraiment être toi-même. Et ça, j'avoue que c'était un peu frustrant. Et aussi, il y a le fait que tu fatigues assez vite. Parfois, en fin de journée, j'étais fatiguée de parler tout le temps anglais, quoi. Donc voilà. Mais sinon, l'adaptation était plutôt bien. Quand tu rentres dans un truc comme ça, il faut être prêt aussi à sortir de ta zone de confort. Et il faut accepter aussi le fait que, ouais, tu vas pas avoir tes habitudes. Tu vas devoir te lancer dans l'inconnu et accepter que... ouais, t'as plus ton petit rythme, t'as plus tes repères et tout, et apprécier ça et kiffer le fait de se lancer corps et âme dans quelque chose que tu connais pas, quoi. Quelles ont été tes raisons et motivations pour t'entraîner en NCAA ? En fait, j'avais envie de découvrir quelque chose de nouveau. J'avais pas envie d'arrêter la gym et ma coach, elle m'avait parlé justement de la NCAA parce qu'elle avait des anciennes gymnastes qui étaient parties et tout. Et déjà, je parlais assez bien anglais, donc je me suis dit, c'est un bon challenge d'aller étudier à l'étranger. Et forcément, je voyais un peu sur les réseaux et tout, le côté un peu fun, un peu... tu fais moins de difficultés, mais tu cherches vraiment la perfection du truc. Et moi, c'est ce que j'aime dans la gym, c'est les petits détails, c'est perfectionner chaque geste et tout. Donc, je m'étais vraiment dit que ça pouvait me plaire et... j'avais raison, donc voilà. Un récit chronologique et une journée type, ça serait cool, sinon j'adore tes podcasts. Déjà, merci beaucoup. Et ensuite, du coup, le récit chronologique, je t'invite à aller voir le premier épisode sur les États-Unis où je raconte vraiment tout ce qui s'est passé. Et du coup, pour donner un peu une journée type, j'ai retrouvé un de mes emplois du temps de cours.
J'avais environ, on va dire, une moyenne de 3 heures de cours par jour, ce qui est rien du tout, on est bien d'accord. En général, le matin, assez tôt, on allait à l'entraînement. Je crois qu'on commençait vers 8 heures, quelque chose comme ça, parce que la plupart d'entre nous avaient cours à 11 heures. Donc voilà, je me levais, je prenais mon petit déj, je me préparais, etc. Enfin, tout pareil qu'en France finalement. Et donc on allait à l'entraînement en voiture parce que le gymnase n'était pas sur le campus. On s'entraînait pendant 2-3 heures, voilà. Et après, je retournais sur le campus et j'allais directement en cours. Parfois, donc 2 fois par semaine, en revenant de cours, du coup, on allait à la salle de muscu. Ou parfois, c'était directement après l'entraînement, enfin, selon nos emplois du temps, tout ça. Donc, on avait en général, 1 heure de muscu. En général, du coup, je me douchais, j'allais manger et j'allais à nouveau en cours l'après-midi, voilà. Et ensuite, quand j'avais des trous, que ce soit le midi ou l'après-midi, tout ça, j'allais étudier du coup et traîner avec mes copines. Ensuite, on allait manger. On mangeait assez tôt. Aux États-Unis, ils mangent super tôt. Genre vers 17h30, 18h, on allait manger. Et ensuite, soit on traînait très longtemps à la cafette et on discutait tout ça, soit on traînait un petit peu dehors. Parce que du coup, moi, vu que c'était période Covid, on n'avait pas le droit du tout de traîner dans les chambres des autres. C'est-à-dire que dans ta chambre, c'était toi et ta coloc. Personne d'autre. Bon, ces règles ont été enfreintes quelques fois. Et après, sinon, je rentrais dans ma chambre, je travaillais un petit peu quand j'en avais besoin, et sinon, je regardais une petite série, je me posais, voilà. Mais en tout cas, j'avais pas énormément de travail, pas énormément de cours, donc c'était... Il y avait quand même les cours et la gym, donc c'était quand même assez intense, mais en vrai, ça allait. J'étais pas du tout submergée, comme c'est le cas cette année, voilà. Est-ce que tu ressentais le même stress en compétition? Et comment se passent les compétitions et les ressentis? Alors, c'est différent. Je dirais que j'étais quand même moins stressée de manière générale parce qu'en élite, on en attendait beaucoup de moi. En compète, je devais tout le temps faire mes preuves, prouver que j'avais ma place pour rester dans mon centre d'entraînement, tout ça. Donc, en fait, il y avait beaucoup de pression, mais surtout de la pression que je me mettais à moi-même. Je m'entraînais beaucoup plus, je sacrifiais beaucoup plus quand j'étais en élite, donc les enjeux en compète étaient beaucoup plus importants. Là, je dirais que déjà, vu que j'étais dans une petite université, il y a aucun moment où je suis passée et genre je jouais le titre national de mon équipe, quoi. Donc, j'ai jamais été dans des compétitions avec un big enjeu où genre mon passage allait déterminer la place de mon équipe, tout ça. Mais je dirais que de manière générale, c'était quand même assez stressant parce qu'en fait, comme je l'expliquais dans l'autre épisode, la NCAA, c'est pas du tout basé sur la difficulté, c'est-à-dire que à partir du moment où tu as un minimum de niveau, on part toutes sur la même note de difficulté et donc la différence, elle se fait à qui fera l'enchaînement le plus parfait. Et donc, ce qui est stressant, c'est que par exemple à la poutre, tu sais que t'as pas le droit de faire un déséquilibre, quoi. Ta sortie, tu dois la piler. Enfin, il y a plein de choses comme ça où tu te dis que, par exemple en élite, si tu fais un petit déséquilibre, voilà, ça se rattrape, c'est un dixième, tu peux compenser sur la difficulté, tout ça. Enfin, en élite, tout le monde envoie de la difficulté, donc t'as plus de marge d'erreur, on va dire. Alors qu'en NCAA, vu qu'on part tous sur la même base, t'as pas le droit à l'erreur, tu dois être vraiment parfaite. Donc, je dirais que le stress, il venait de là. Après, au niveau de l'équipe, ça va. Enfin, franchement, mes coachs, j'ai pas eu le sentiment qu'ils me mettaient la pression. Moi, j'étais vraiment là, cette année-là, pour kiffer. J'avais pas d'ambition individuelle. Enfin, je voulais faire de mon mieux, mais j'étais pas en mode « Waouh, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça ». Donc, non, je pense que le stress était quand même moins important. Et comment se passent les compétitions? Un peu comme une compétition classique. On s'est chauffé sur les 4 agrès. Après, on passait. Donc, il y avait 6 gymnastes de l'équipe, sachant qu'on était à peu près 20 en tout. Qui passait à chaque agrès. Sachant qu'en plus en NCAA, ce que tu pouvais faire, c'est que tu pouvais faire passer une 7e gymnaste en exhibition, enfin genre juste pour se montrer quoi et s'entraîner. Donc 7 qui passent, 6 officiellement et 5 notes qui comptent. Et sinon les compétitions, c'était à peu près le même déroulé que dans toutes les compétitions normales quoi. Comment étaient les coachs? Est-ce qu'ils étaient comme à l'INSEP? PS, j'adore ce que tu fais. Déjà, merci, ça me fait plaisir. C'est dur à dire, ça reste des coachs qui te donnent des programmes de préparation physique, des programmes aux agrès, qui te donnent des conseils, qui te tiennent quand tu as besoin d'être tenu. Moi, à l'INSEP, mes coachs étaient aussi assez bienveillants, tout ça, donc j'ai pas forcément vu de grosses différences. Après, c'est l'Amérique, donc c'est des mentalités différentes aussi. Mais du coup, moi, j'avais deux coachs assistantes qui étaient des anciennes gymnastes d'université aussi. Donc, en fait, il y avait vraiment cette relation échange. Genre, elle nous donnait des programmes, mais je pouvais vraiment discuter en mode « Ouais, mais je me sens plus de faire ça, machin et tout. Je me sens comme ci, comme ça. » Enfin, c'était vraiment dans l'échange et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai apprécié. Et sinon, le head coach, donc le coach principal, avec moi, il était sympa, ça va. Enfin, genre, j'ai pas forcément eu de problème avec lui. Il était un peu différent quand même parce que... Il y avait un peu ce côté américain, fake, un peu, j'ai pas envie de dire manipulateur.
mais je vais le dire quand même. C'est le genre d'entraîneur qui peut dire des choses un peu en rigolant, mais il rigole pas vraiment, quoi. Et un peu être hyper sympa, et d'un coup, il va te lâcher une dinguerie. Il va un peu changer d'attitude sans que tu t'y attendes. Donc voilà, mais moi, à titre personnel, j'ai jamais eu de soucis avec lui. Sinon, mes coachs, je dirais pas qu'ils étaient comme à l'INSEP, parce que forcément, c'est pas les mêmes objectifs, c'est pas le même cadre ni rien, et c'est pas la même nationalité. Mais sinon, voilà, ça restait des coachs, quoi. Es-tu surprise de l'arrêt de Randy Lane en tant que head coach de LIU? Donc Randy Lane, du coup, je sais pas comment le dire avec l'accent français, c'était du coup le coach principal qui gérait le programme de gym de LIU. Donc il a arrêté là. Moi, honnêtement, non, je ne suis pas surprise. Parce que déjà l'année où j'étais là-bas, il y avait pas mal de drama. Il y avait 2-3 filles qui avaient vraiment eu un souci avec lui, qui avaient un peu mal vécu leur expérience. Si c'est un sujet qui vous intéresse, je peux essayer d'y revenir un peu plus en détail dans une autre vidéo. Mais en gros, ouais, des gymnastes qui n'étaient pas forcément au niveau où elles étaient censées être. Randy qui mettait un peu la pression, qui faisait des remarques pas forcément très cool. Et du coup, là, l'année dernière, il y a plein de filles de l'équipe qui ont sorti des témoignages contre lui. Donc non, je suis pas surprise qu'il arrête. Parce que pour l'image de l'université, du programme, enfin, je pense que on l'a vraiment poussé à quitter son poste. Mais voilà, j'ai rien de spécial à dire de plus sur le sujet. Les conditions pour entrer en NCAA niveau de gym et études. Alors, au niveau des études, faut être titulaire d'un bac. Enfin, ça se fait vraiment dans les études supérieures. Après, je sais pas exactement s'ils ont des conditions au niveau des moyennes, tout ça, mais je pense qu'ils regardent plutôt les résultats obtenus au SAT, donc le test dont je vous parlais. Après, au niveau de la gym, je pense que ça dépend vraiment de l'université qui est visée. Après, au saut, bah, du coup, pour des spécialistes au saut, ce qu'ils cherchent, c'est des Yurchenko-Vri ou des Yurchenko-Vri et demi, vraiment, c'est le top. Que du coup, il faut avoir un Yurchenko-Vri et demi pour partir sur la note maximum de 10, ou alors une lune salto avant carpe demi. Donc voilà, ça c'est pour partir sur 10. Ou sinon, un Yurchenko-Vri, ça part sur 9,95, je crois. Donc c'est déjà recherché par pas mal d'universités. Un Yurchenko-Vri assez propre, c'est déjà pas mal. Ensuite, au bar, je dirais que le prérequis, c'est d'avoir 2 lâchers et une sortie en double tendu ou en back full, ou être capable de faire un soleil valse double arrière. À la poutre, une série accro, des sauts gymniques qui tiennent la route, un facial ou un costal, quelque chose comme ça, et une sortie en rondade vrille et demi, en double vrille, ou alors il y a plein de variantes de sorties, comme par exemple en vrille coup de pied à la lune sur le côté de la poutre. Enfin bref, il y a pas mal de sorties originales qu'on peut faire en NCAA. Et en poutre, bah, être assez propre, assez stable. Et au sol, un double, des sauts gymniques qui tiennent la route, une double vrille ou un saut de main vrille ou une vrille et demie avant, quelque chose comme ça. Bon, c'est pas nécessaire d'avoir 2 doubles, un full-in, voilà. Et du coup, de manière générale, être assez stable, être très propre et être capable de chercher des réceptions, de piler des accros, enfin voilà. Tu as eu le choix entre plusieurs équipes. Alors oui, et je sais que vous voulez que je donne des noms. Donc parmi les équipes avec qui ça pouvait être réaliste et qui m'avaient proposé une bourse, parce que forcément j'ai eu d'autres emails d'équipes qui me disaient bon bah voilà, on veut bien mais on n'a plus de bourse disponible pour l'année prochaine, tout ça, enfin faut s'y prendre quand même pas mal à l'avance. Mais du coup les équipes avec lesquelles ça aurait pu devenir concret, c'est Bowling Green, mais c'est une petite université qui me faisait pas trop rêver donc j'ai dit non. Illinois State. Pareil, enfin c'était pas une petite université mais ça me faisait pas rêver non plus donc j'ai décliné. Arkansas, donc là où Jordyn Wieber entraîne, bon, pour ceux qui connaissent pas, médaillée aux Jeux Olympiques de Londres en 2012, donc rien que ça. Et d'ailleurs, bah, je l'ai eu au téléphone et tout, elle me follow sur Insta, donc petit flex, j'avoue. Et Alabama, du coup. C'était là-bas que j'étais plus ou moins censée aller avant qu'il y ait toutes ces histoires de Covid et que je puisse pas passer le SAT. Mais sinon, si j'avais pu passer le SAT, c'est vraiment là-bas que je serais allée. Et j'avoue que bah, sur le papier, ça me faisait un peu rêver Alabama quand même. Genre j'étais en FaceTime avec la coach, elle m'avait présenté à toute l'équipe et tout. Enfin, les locaux avaient l'air incroyables et tout. Enfin, ils avaient vraiment tout ce qu'il fallait sur place. Mais bon, au final, j'ai vu des petites histoires avec la coach et tout. Enfin, apparemment, il y a eu quelques dramas. Donc, je me dis que potentiellement, c'est un mal pour un bien. Et c'est d'ailleurs, du coup, cette coach-là, quand elle a vu que c'était pas possible pour moi d'aller dans cette université à cause du Covid, qui m'a redirigée vers LIU parce qu'elle connaissait Randy, du coup, le coach de LIU. Donc, c'est elle qui m'a donné son contact et qui m'a permis, du coup, de rentrer dans cette université. Donc voilà. Pourquoi ne pas être resté plus longtemps ? Pourquoi seulement 1 an et pas toutes tes études ? Alors, bah, tout simplement à cause du côté études, les cours me correspondaient pas trop là-bas. Enfin, ça me plaisait pas trop, c'était trop général, c'était pas dans ce que je voulais faire, qui était les maths. Et j'avais un peu peur des équivalences parce que déjà je savais pas trop ce que je voulais faire plus tard et tout. Et j'avais pas envie de me lancer dans un truc et au final de me rendre compte au bout de 4 ans que mon diplôme est pas valable en France pour ce que je veux faire et tout. Donc j'avais déjà une petite idée de la voie au moins que je voulais prendre en France.
Et j'avais quand même des petites ambitions au niveau scolaire, donc j'ai pas voulu faire une croix sur ça. Je me suis dit, bon bah c'est trop cool, c'est une année de perdu entre guillemets, mais j'ai kiffé ma vie et tout, genre je regrette pas du tout d'être partie aux États-Unis, mais hop, je retourne en France et je reprends mes études normalement quoi. C'était vraiment pour le côté études, parce que pour le coup j'aurais trop aimé continuer 3 ans de plus en NCAA. Mais bon, c'était un mal pour un bien, parce que maintenant je m'épanouis très bien en France aussi quoi, donc voilà. And last but not least, I'm gonna take my best English accent. Girl, please be so honest. Also do an English version so I can listen. Donc je vais faire cette question en anglais puisqu'il vient de Easy qui était avec moi du coup pendant 1 an à LAEU. Donc ne vous foutez pas de la gueule de mon anglais, ça fait très longtemps que je n'ai plus parlé. So, I'm gonna be honest. The university was a little bit sketchy. That's true. Like the campus was a little bit sketchy, the gym mostly. Everything was so chaotic, like the schedule, COVID. But I really did enjoy this year. And even though there was a little bit of drama with the coaches, the team, there were some things that were not really nice. But I really did enjoy this year. From the moments we were in Pennsylvania to the moments just hanging out on campus, the parties, to all of the meets, the traveling, the New York City trips. Like, even though it was a very weird year, this is so hard for me to say right now. But even though it was a weird year, I really enjoyed every part of it. If any of my American friends are watching this right now, just know that I miss all of you and I had the best year thanks to all of you. And I wanted to thank you for welcoming the French little girl that was a little bit lost in her life. I'm very grateful for everyone that was part of my American journey. And I really hope that even though we're thousands of kilometers away, we can figure out a way to meet up someday. Maybe in 2 years, maybe in 10 years, I don't know, but I really want to see everyone. I don't know what more to say. Back to French. Donc voilà, c'était le petit mot de la fin en anglais. Mais donc voilà, j'espère que vous aurez apprécié cet épisode, que vous en aurez appris plus, que vous avez toutes les réponses à vos questions sur cette année-là. N'hésitez pas si vous en avez d'autres, si vous voulez que je fasse un autre épisode spécifique sur quelque chose en particulier. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si vous avez apprécié cet épisode, à me laisser un petit like. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour me soutenir. Et je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Salto et Morito. Bisous!